Alors, comment on fait? Bon, je ne sais plus comment on fait, vous avez de la chance. Je vais juste faire pivoter peut-être. Ah, non, public. Non, pas public. Ah, j'ai retrouvé. Ah, c'est moi. Salut les vaches, salut les oiseaux. Bienvenue dans un monde meilleur. Aujourd'hui, c'est la 29e lecture du livre de Nicolas Legendre qui a reçu l'éminent prix Albert Londres du journalisme en 2023. Ce sera aussi ma dernière lecture. J'ai décidé de protéger ma famille contre tous ces gens dangereux, ces lobbyistes dangereux qui ont décidé de me menacer par l'intermédiaire de ma famille en venant les rencontrer. Et ça, je suis pas d'accord. Moi, je suis un poète qui, délibérément, a décidé de lire un ouvrage absolument extraordinaire et de s'adresser aux vaches et aux oiseaux face à cette usine de méthanisation. Et là, c'était ma limite. C'était ma dernière limite. Voilà. Donc, la lumière, c'est fini pour moi. Voilà. Donc, il y aura peut-être d'autres personnes à prendre le relais, sait-on jamais. Pour ma part, la visibilité dans cette lutte, elle est terminée. J'ai donc choisi un petit morceau du livre de Nicolas Legendre et après j'irai ranger mes armes. Mon humble piédestal qui est une brouette. Ce livre m'accompagne depuis maintenant 1 an et demi et je l'ai lu à 3 reprises, 2 fois en public. Une fois pour moi, pour mon plaisir, et puis 2 fois en public. C'est aujourd'hui la dernière des lectures. J'ai fait le choix de lire juste la fin de l'ouvrage pour clore une partie de ma vie militante dans la lumière. Je monte sur mon piédestal. Est-ce qu'on me voit encore? Non, jamais. Oui. Nous sommes donc là, page 322. Alors, je ne veux pas, c'est Nicolas Legendre qui parle, à travers ce dernier témoignage, céder aux clichés journalistiques désormais éculés, qui consistent à mettre en lumière ces paysans qui sont passés au bio et sont devenus heureux. Non, l'agriculture et l'élevage sont des métiers exigeants et éprouvants, quelle que soit la façon dont on les exerce. Ils nécessitent des savoir-faire et des capitaux, combien même les investissements sont modestes. Ils demandent une implication forte. Le chaos climatique, l'instabilité politique et les turbulences économiques les rendent d'autant plus complexes en ce début du XXIe siècle. Tout porte à croire cependant que des paysans autonomes, pratiquant une agriculture économe, dans des écosystèmes résilients, forts d'une clientèle conscientisée, ont plus de chances de tirer leur épingle du jeu à moyen terme que ceux qui dépendent à outrance des institutions financières, de machines ultra perfectionnées, de la chimie de synthèse et de filières mondialisées en circuit long. Voilà qui tombe bien. Une agriculture productive, ancrée dans les territoires sans y être pour autant confinée, qui protège voire régénère son milieu et rémunère correctement ses acteurs, est possible. Des pionniers le démontrent en Bretagne, en France et ailleurs depuis plusieurs décennies, alors même que le contexte politique et économique leur est défavorable. L'agroforesterie, l'agriculture modernisée, la transformation à la ferme, la réintroduction de l'élevage dans les zones de grande culture, les systèmes herbagés, l'agriculture régénératrice, le sylvo-pastoralisme, le maraîchage bio-intensif, les concepts de forêts comestibles et de paysages nourriciers, l'agriculture syntropique et la territorialisation des pratiques agricoles constituent autant de voies complémentaires que ce livre n'a pas pour objet de détailler. On ne passera évidemment pas en quelques années d'un fonctionnement en circuit très dépendant du pétrole et des intrants du genre, à un modèle à la fois circulaire, économe, productif et rémunérateur pour les paysans. On ne changera pas l'agriculture sans modifier dans le temps les modes d'alimentation, de transformation et de distribution. On ne fera pas évoluer massivement les pratiques sans aider et former massivement les paysans. Le chantier est titanesque, mais pas insurmontable.
La France et l'Europe en ont vu d'autres. Encore faut-il vouloir l'entreprendre. Cela nécessite, comme je pense l'avoir démontré dans ce livre, de surmonter des obstacles politiques et économiques, mais aussi des blocages culturels, à l'image de ceux auxquels Michel Piel s'est heurté. Mon père était très humaniste. On s'est engueulé parfois. On est parti de la maison à une époque, mais on est revenu et on s'est installé à la ferme. Il a respecté nos choix et ne les a jamais jugés, même s'il n'était pas forcément d'accord. Mais tout ça l'a stressé. On n'a pas à se reprocher quoi que ce soit, mais je pense que d'une certaine façon, on l'a fait mourir plus vite à cause de tout ça. Du fait du jugement de ses pairs, surtout. Et parce qu'il était inquiet qu'on n'y arrive pas. À ces obstacles, je lui ai dit « Rassure-toi, tu peux partir tranquille, on a gagné. » J'ai dit ça dans mon intervention à la messe. Je ne sais pas si on a gagné, en fait, parce que c'est jamais gagné. Aujourd'hui, les jeunes agriculteurs constatent que le système ne bouge pas. Pendant des années, on a pensé que c'était sur le point de changer. Et patatras. Pardon. Petit bagon. Et patatras, j'en étais là. Avec l'inflation, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, le poids des lobbies, les choix du gouvernement, tout vacille. Je suis inquiet pour le moral des troupes. J'entends des paysans dire « C'est plus possible, on va arrêter ». Même des gens passés en bio. Penses-tu avoir convaincu ton père avant sa mort? Je suis pas sûr, non. Il nous a fait confiance parce qu'on était ses enfants. Mais au fond, si on avait réussi à convaincre nos parents, il y aurait aujourd'hui beaucoup plus d'agriculteurs dans d'autres modèles. Il est bientôt 16 heures, l'astre qui penche vers Ouessant nous gratifie de rayons toujours plus orangés. L'air sent les fruits d'automne et le bois séché. Le récit de Michel a tout de la parabole. Il résume l'un des enjeux de l'époque, le passage de témoins. L'adieu ou pas au temps pétrochimique et l'avènement ou pas d'autre chose. Les propos de mon hôte font écho à la confusion qui règne en l'an de grâce 2023, quand les anciens reprochent aux modernes de vouloir vivre comme un des Amish, quand les modernes considèrent que les anciens ont cramé le présent et bradé l'avenir, et qu'en est la notion de génération future. Selon l'ingénieur agronome Mathieu Calam, auteur d'un monumental travail de recherche sur la place de l'agriculture dans les sociétés humaines, la question écologique revêt une dimension temporelle sans précédent, puisqu'elle implique la prise en compte du temps inhérent à l'immense inertie des phénomènes géobiologiques. De ce fait, elle a démocratisé la notion de génération future. Ce nouveau paradigme implique que chaque génération ne décide pas pour elle-même, mais également pour celles qui suivront. Il s'agit d'une inversion majeure par rapport au culte des ancêtres du néolithique. C'est aussi un renversement de perspective par rapport à l'état d'esprit consumériste qui propose de jouir au maximum, ici et maintenant, des biens et des ressources sans se soucier de leur provenance, le passé, ni de leur impact, l'avenir. Le début du XXIe siècle, décidément vertigineux, sert de matrice à plusieurs révolutions potentielles, dont celle-ci. Les droits des générations futures deviennent opposables ici et maintenant aux générations présentes que la modernité avait émancipées des générations passées. Citoyens, juristes, avocats, institutions et entreprises se sont déjà emparés, à des degrés divers, de ces nouvelles notions déclinées à travers la multiplication des contentieux climatiques, l'avènement des principes de prévention et de précaution, les passerelles entre droits fondamentaux et protection de l'environnement, la prise en compte du droit à la vie ou du droit à la santé, l'émergence de la justice citoyenne et les jurisprudences conférant le statut de personne morale à des entités naturelles. Ce bouleversement conceptuel va de pair avec un autre séisme, le crépuscule du patriarcat. L'agriculture moderne a été fondamentalement une affaire d'hommes. Les fermes se transmettaient de père en fils. Les chefs d'exploitation avaient l'ascendant moral et de leur nom sur le chéquier. Ils parlaient d'homme à homme avec les conseillers en cravate dans les bureaux où flottait l'odeur des cigarettes. Ils conduisaient l'élevage et le tracteur. En Bretagne, ils dirigeaient tout. Les coopératives, les syndicats, les usines, Tilly, Doux, Courvenec, Gap, Roulier, Bigard, Le Duf, Guébriand, Leclerc, Le Roc, Brouet, Bizien, Clon, Donnet, Le Métayer, des hommes, rien que des hommes. La proportion de chefs d'exploitation a progressivement augmenté. Certaines femmes occupent désormais des postes à responsabilité dans les instances agricoles. Les lobbies agro-industriels les mettent en avant dans leur campagne de communication
En 2022, cependant, aucune grande coopérative ni aucune caisse bretonne de crédit agricole n'était présidée par une femme. Dans la région, seule une fédération départementale du syndicat majoritaire comptait une femme à sa tête. Les anciens schémas sociétaux, bonjour messieurs, Bravo, bravo. de même que les croyances héritées des 30 glorieuses et de la civilisation industrielle, ont la vie dure. La rupture n'a toujours pas eu lieu. La rupture, c'est précisément ce que les jeunes bretons formés à la jeunesse agricole catholique appelaient de leur vœu dans les années 60. Et c'est ce qu'ils ont parvenu à imposer. Épousant leur siècle, conspuant les vieilles idées et les vieux notables, ils ont bâti un colosse de détermination et de contradiction. Un empire à la fois puissant et fragile, redoutable et boiteux. 60 ans plus tard, d'autres, leurs petits-enfants parfois, attendent désespérément de pouvoir épouser leur siècle, eux aussi. Voilà, c'était ma toute dernière lecture, la fin de l'ouvrage de Nicolas Legendre, Silence dans les champs. Ce sera ma toute dernière lecture, comme ma vie est menacée maintenant. Moi aussi, je suis comme Madame la mairesse de la Chapelle-Neuve, l'ex, je quitte la lumière. Belle fin de journée à vous, j'ai préféré, à bon entendeur. La Chapelle-Neuve, alors c'était comment le De Gaulle sur la France? Bref, la Chapelle-Neuve n'a pas perdu, a perdu une bataille, mais la Chapelle-Neuve n'a pas perdu de lumière. Belle fin de journée à vous.